Tous, merci d'être présents. Moi, je suis un peu ici ce soir un passager clandestin, au sens où je ne suis pas du tout un historien, ni un spécialiste, ni même un addictif des séries. Mais je suis l'ami depuis quand même un nombre d'années assez respectable de Carole, donc elle m'a convié à participer à ces débats. C'est vrai qu'on parle un peu de séries, et moi je suis un peu au ciné dans les séries, et mon grand âge fait que j'ai commencé avec Zorro et qu'on continue aujourd'hui. Et puis en plus de ça, je travaille un projet d'exposition à Paris, à la BNF, sur l'Apocalypse. Donc je m'étais dit que l'idée, ce serait de croiser un peu les deux, de croiser l'Apocalypse et les séries, et de poser la question, effectivement, de la place de l'Apocalypse, de la manière dont il est évoqué, dont il est traduit dans un certain nombre de séries. J'en ai pas pris énormément, puisque le compte doit être assez considérable. J'en ai pris 3, qui sont des séries assez anciennes, toute proportion gardée. Donc alors l'Apocalypse, donc je vais un peu les présenter, puis je vais voir un peu comment les séries télévisées utilisent l'Apocalypse, quels sont les thèmes, quelles sont les figures. Voilà, je continue sur l'autre micro. Quels sont les thèmes, quelles sont les figures et de quelle manière ce texte est utilisé. Alors l'Apocalypse, d'abord, quelques précisions. C'est le dernier texte de la Bible, c'est le dernier texte du canon évangélique qui raconte les visions de Saint Jean à Patmos. Patmos est une île de la Méditerranée, près de la Turquie, où Jean le visionnaire, puisqu'on ne sait pas si c'est le même qui a écrit l'évangile ou non, a été déporté par l'empereur Domitien pour fait de christianisme. C'est-à-dire à l'époque, le christianisme était quand même une religion underground qui pouvait vous amener à risquer très lourd. Non l'exil, et lui est exilé. Et là, il reçoit un message qui est un message divin, qui est transmis par Dieu et par le Christ, qui révèle un petit peu ce qui va se passer. Les temps sont proches. C'est donc l'avenir du monde et l'avenir du jugement du monde qui est évoqué dans les 22 chapitres de l'Apocalypse. Et ce texte célébrissime, qui a fait l'objet de milliers d'exégèses, de commentaires, de narrations, qui a été génialement illustré par Dürer, par Odilon Redon, par Gustave Moreau, par tous les grands artistes sont passés un jour ou non, par l'Apocalypse, de manière à laisser leurs traces et à demander à ce texte, qui est quand même un vivier extraordinaire d'images, de métaphores, de lui demander un peu une inspiration. Donc chacun a fait un peu son apocalypse, que ce soit, je vous dis, Dürer, ou ça peut même être, si vous allez à Angers, l'immense tapisserie de l'apocalypse, qui est extraordinaire, qui a donné lieu à la variation qu'en a fait Jean Lursa. Donc c'est un des textes, je dirais, on est avec l'apocalypse au-delà des genres, au-delà des cultures, au-delà, je dirais, des aires culturelles. C'est un texte transhistorique, transculturel, qui appartient véritablement aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde peut être amené, pour une raison ou pour une autre, à se servir de l'Apocalypse, que ce soit au cinéma, en manga, en littérature ou en série télévisée. Donc c'est intéressant de voir la manière dont il est un petit peu utilisé, dont il circule à l'intérieur de toutes ces productions. Alors j'ai pris pour l'évoquer 3 séries. Il y a 2 séries policières et une série fantastique. La première, je vais les donner chronologiquement, c'est Millennium. Alors Millennium, c'est une série qui a été diffusée entre 1996 et 1999, qui n'a rien à voir avec la série de Stieg Larsson parue chez Actes Sud, qui est d'abord de Stieg Larsson et qui a été ensuite reprise, qui n'a absolument rien à voir, puisqu'elle est signée, produite par Chris Carter, qui était l'homme des X-Files. Et cette série prenait la suite des X-Files sur une tonalité tout à fait différente. Elle a duré 3 saisons. On va voir un petit peu de quelle manière. La seconde série, c'est Carnival, le carnaval de l'étrange, qui a été diffusée entre 2003 et 2005, une série HBO produite par Daniel Knopf, qui, elle, n'a duré que 2 saisons, puisque, hélas, elle n'a pas pu trouver son public, et donc elle a été immédiatement ajournée, ce qui est dommage, parce que c'est sûrement une des séries les plus extraordinaires que l'on puisse voir, avec notamment un générique. Quand on voit aujourd'hui le générique de Game of Thrones, on comprend à quel point celui du carnaval de l'étrange était prophétique en son temps. C'est un générique à base de tarot, avec tous des effets de collage d'archives historiques, qui est assez extraordinaire. Et la troisième série, elle a été très populaire, c'est Dexter,
la série passée entre 2006 et 2013, qui a fait 9 saisons et donc qui a été publiée par Showtime. Ça, c'est une série policière, mais qui participe, je dirais, de thématiques assez variées, puisqu'il y a aussi bien des thrillers, c'est à la fois un thriller, c'est une comédie macabre. Donc ça mélange un petit peu un ton d'humour noir assez décontracté, et en même temps d'horreur, de franche horreur et d'éléments gore ardemment assumés. Alors, avant peut-être de passer aux séries, c'est intéressant de voir ce que le cinéma a fait de l'apocalypse, puisqu'on peut imaginer même que le cinéma a été inventé pour filmer l'apocalypse, pourquoi pas? Parce qu'au départ, les toutes premières bobines que l'on a, je pense à une bobine, je vous amène un peu loin des séries, mais c'est pour mieux y revenir après. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le Galveston Hurricane, l'ouragan de Galveston, filmé par la firme Edison. C'est le plus considérable ouragan qui a dévasté la côte du Texas. Il ne restait absolument rien de cette ville, si ce n'est des petits bouts de bois fragmentés comme ça. Et donc on a filmé une espèce de grand travelling, c'est au tout début du cinéma, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu cette idée d'une fin du monde, comme quoi, et pareil pour en 1926, le tremblement de terre de Tokyo, qui lui aussi a été filmé par toutes les agences d'information du monde. Donc c'est assez... Il y a une espèce de goût comme ça, d'appétence directe du cinéma pour la catastrophe et pour l'horreur. Donc ça, c'est un départ. Autre chose importante, bon alors l'apocalypse, on peut le voir dans un certain nombre de films, notamment si vous regardez Le Septième Saut d'Ingmar Bergman, qui met en scène un Moyen-Âge tragique, un Moyen-Âge épidémique, livré une sorte de véritable folie religieuse. Eh bien, à un moment, vous avez les personnages qui sont regroupés dans une pièce avec une très belle lumière sombre, assez comme ça oraculaire, là, et les personnages écoutent une lecture du texte apocalyptique avec une sorte de solennité. Donc le texte là est simplement lu. C'est un texte qui peut parfois n'être que lu simplement. La puissance incantatoire des images est telle qu'il n'y a pas vraiment besoin d'arriver derrière et de mettre des images. Les autres figures de l'Apocalypse qui sont parmi les plus célèbres, bien sûr, ce sont les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui ont chacun montent à cheval d'une couleur particulière, qui sont la mort, la famine, la guerre. Et donc les 4 cavaliers, on peut les trouver dès le départ chez Murnau, dans le Faust, au début, où ils arrivent comme ça en galopant dans la nuit, et comme des espèces de grandes poupées animées. C'est assez impressionnant. On va voir qu'on les retrouve dans les séries dont je vais parler. Donc il y a ces 4 cavaliers. Il y a le roman célèbre qui a été adapté 2 fois à l'écran, qui s'appelle Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec une première version muette de Rex Ingram, où on voit aussi déferler ces cavaliers, et puis ensuite on les retrouvera après dans le remake qu'on a fait Vicente Minelli. Sinon, on peut les voir aussi, mais de manière totalement transposée, très habilement d'ailleurs, et de façon assez grinçante, par James Cameron dans le 2e Terminator, au moment de l'éclair nucléaire qui dévaste littéralement la ville de New York. On voit le feu nucléaire passer sur un jardin d'enfants, et il y a 4 petits chevaux en bois qui sont alignés, et c'est la manière qu'avait Cameron de figurer les 4 cavaliers de l'Apocalypse avec des petits chevaux de bois destinés aux enfants, de manière absolument extraordinaire. Il y a l'autre figure qu'on retrouve souvent au cinéma de l'Apocalypse de Jean, c'est la grande prostituée. Alors là, les figurations la plus célèbres, c'est tous les films tirés du roman de Thomas Harris, Dragon Rouge, bien évidemment, puisque notamment le film sublime de Michael Mann, Manhunter, Le Sixième Sens, ou Dollar Hyde, qui est le serial killer qui travaille dans un laboratoire photographique, eh bien, s'égale au Dragon Rouge. Donc on voit apparaître là, non pas, je dirais, une figuration faite par le cinéaste, mais la célèbre gravure qu'en a faite William Blake, qui reste un des grands visionnaires de l'Apocalypse. Sinon, le dragon, lui, bien, on peut le trouver dans pas mal de films, et notamment en tant que dragon apocalyptique dans un film que je vous recommande si vous aimez le cinéma de genre et le cinéma un peu Z, fantastique et science-fictif. C'est Holocauste 2000 d'Alberto De Martino, film de 77, où Kirk Douglas est ingénieur d'un projet nucléaire, et en définitive on cherche à lui faire construire une centrale nucléaire avec 7 réacteurs, et il se rend compte que ces 7 réacteurs sont les 7 têtes de la bête de l'Apocalypse. Et donc, on voit à un moment une superposition très éloquente aujourd'hui avec les problématiques qu'on a sur la nécessité ou non d'implanter et de développer l'énergie nucléaire, de voir ce dragon de l'Apocalypse dont les têtes sont des réacteurs nucléaires. Voyez. Donc d'une certaine façon, comment dire,
les images apocalyptiques sont sollicitées systématiquement à partir du moment où il est question de fin du monde, de crise majeure, et où brusquement l'histoire va basculer dans une sorte d'effondrement tragique. Je veux dire, l'apocalypse en tant que figure et vivier comme ça de métaphore n'a jamais autant été d'actualité qu'aujourd'hui. Et donc on va voir notamment les exemples que je vais citer. Alors Millennium, ce qui est important d'abord, c'est de voir les personnages qui portent ces séries. Alors Millennium, c'est l'histoire donc de Frank Black. Frank Black est profiler pour le FBI. Il a la capacité, quand il approche d'une scène de crime, d'être saisi instantanément par la violence qui s'y est déroulée et donc de voir par le regard du criminel qui s'est illustré, du serial killer. C'est souvent des affaires de serial killer. Donc il a cette capacité qui est un don spontané qui finit par évidemment le hanter et le déstabiliser. Et il est recruté à un moment par une société, pas une société secrète, mais une sorte je dirais, de service occulte de l'État américain. Il est dirigé par un ancien directeur adjoint du FBI qui s'appelle le groupe Millennium. Un groupe Millennium qui croit, d'ailleurs, qui est l'héritier de toute une tradition ésotérique et qui croit que l'an 2000 sera la date fatidique passé laquelle l'histoire humaine s'achèvera dans la grande catastrophe. Et donc, à partir de là, ce groupe Millennium, qui d'une certaine façon agit dans la légalité, récupère Frank Black et sa famille et le lance sur des histoires, je dirais, de crimes insolubles. Il y a un côté cold case un peu comme ça, ou des intrigues qu'il faut absolument résoudre avec grande difficulté. Et le personnage déjà est intéressant sur le plan physique parce qu'il a un physique entre guillemets totalement médiéval, c'est-à-dire extrêmement ascétique, personnage très sec, avec des yeux un peu exorbités, qui renvoient tout de suite. Je suis désolé, je n'ai pas d'illustration à vous proposer, mais vous pourrez les trouver facilement sur Internet. Donc déjà, le personnage a cette dimension, je dirais presque bergmanienne. Il a un côté Max von Sydow, ce qui donne à ses angoisses, à ses flashs comme ça, à la manière qu'il a de bouger, de vivre au quotidien, une dimension médiévale, une dimension assez chevaleresque que d'ailleurs la série, comment dirais-je, accentue notablement. En plus de ça, il habite sur Ezekiel Road. Ezekiel Road, ça renvoie bien sûr au prophète Ézéchiel, et c'est-à-dire toute la tradition prophétique juive. Ça, c'est donc le héros de Millennium. Le héros de Carnival, c'est tout à fait différent. Il s'appelle Ben Hawkins. C'est une série Carnival, le Carnaval de l'étrange, assez extraordinaire, donc 2 saisons seulement, qui se passe aux États-Unis en 1929, début des années 30, pendant la Grande Dépression. On est dans l'Alabama et un cirque, ce qu'on appelle un freak show, c'est-à-dire un cirque qui présente un peu fauché, mais extrêmement tenace, et présente des phénomènes bizarres, des phénomènes singuliers, des freaks. Et donc erre dans l'Alabama comme ça, se développe. Et donc on voit vivre ce cirque de l'intérieur dans une optique qui est un peu celle de Todd Browning, un peu plus fordienne d'ailleurs, avec des personnages un peu moins sinistres, humainement un peu plus développés. Et ce cirque donc accueille un jeune homme qui s'appelle Ben Hawkins, dont la mère est morte, qui semble visiblement être en rupture de bagne, puisqu'il avait des fers aux pieds. Et très rapidement, ce personnage va muter. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il est doté de capacités beaucoup plus que médiumniques, il est doté de capacités thaumaturgiques. C'est-à-dire qu'il arrive à guérir et à la fois à corriger des malformations, à guérir des membres fracturés et même à ressusciter certaines personnes. Donc c'est un messie, c'est un personnage qui a une dimension christique un peu involontaire puisqu'il lutte contre cette dimension. Il est assailli de cauchemars qui sont liés à tout un passé, de cauchemars liés à la Première Guerre mondiale. Et donc ce Ben Hawkins, d'une certaine façon, c'est la seconde venue du Christ. C'est un nouveau Christ qui lutte un petit peu contre cette dimension prophétique et messianique qui est la sienne et qui va finir par l'assumer puisqu'il va être configuré à une espèce de grande conflagration mystique et historique parce qu'il va affronter un prédicateur.
Et ce prédicateur, on va se rendre compte peu à peu qu'il est lui l'incarnation des forces mauvaises et des forces du mal. Et donc tout cela, je dirais la vie du prédicateur qui commence par avoir les apparences avec sa sœur, ils sont d'origine russe, d'un homme extrêmement dévoué, d'un humaniste, c'est un peu douloureux comme ça, qui souffre beaucoup pour les autres. En définitive, le personnage va se charger négativement et va devenir la figure du mal et l'archange mauvais. Et donc le face-à-face est inévitable entre les deux et tout terminera dans une sorte de grande vision de l'Armageddon, c'est-à-dire le combat où les forces du bien affronteront les forces du mal. Donc là, c'est extrêmement intéressant puisqu'on est à la fois dans un contexte, je dirais, apocalyptique, mais surtout presque dans un contexte manichéen, dans un contexte gnostique, c'est-à-dire que le mal a sa force autonome, le mal est une puissance personnelle, le mal a une espèce de, que je dirais, de statut autonome, c'est le mot, et face aux forces du bien. Donc c'est véritablement quelque chose de beaucoup plus gnostique, pas comme Thielman, vous en direz un peu plus sur le sujet, que quelque chose de strictement chrétien. Et le dernier, c'est donc Dexter, la série Dexter, Dexter Morgan. Alors lui, c'est tout à fait différent puisqu'il est médecin légiste et serial killer. Il est l'héritier d'un passé extrêmement douloureux et même insupportable, familial. Et donc, il a suivi une formation scientifique. Il est maintenant, comment dirais-je, médecin légiste. Et notamment, c'est un grand spécialiste des giclures sanguines. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, à partir du spectacle qu'offre dans une pièce toutes les giclées de sang, arrive à reconstituer au millimètre près la scène criminelle qui s'y est déroulée. C'est absolument extraordinaire, à la fois sur le nombre de taches, la manière, le mouvement qu'ont les taches sur le mur, la manière dont le sang s'est écoulé sur le sol. À partir de tout cela, dans cette espèce de lecture hématographique, comme carrément, il lit dans le sang comme on lit dans un texte. Et c'est tout à fait fabuleux puisque ça donne lieu à des séances d'analyse assez extraordinaires. Donc ça, c'est son activité diurne. Ça se passe à Miami. Donc il y a déjà un élément un peu d'humour noir, puisque Miami, c'est quand même le paradis du retraité, c'est la grande déconstruction, c'est le soleil, c'est vraiment la ville où on a tout fait pour qu'il ne se passe rien de mal. Et donc lui, il est à la Miami Métro, c'est-à-dire à la police métropolitaine de Miami, et donc il va sur des scènes de crime dont très rapidement il arrive à dénouer un petit peu le mystère et l'énigme. Ça, c'est donc le jour, et la nuit, il est serial killer, mais c'est un serial killer d'un type un peu particulier, puisqu'il fait justice, c'est-à-dire quelqu'un, quand il apprend qu'un personnage a des activités criminelles, qu'il n'a pas été puni, que c'est un homme absolument immonde, et il fait justice lui-même grâce à un rituel qui est très particulier, dont on peut presque dire que c'est une parodie de la messe. C'est-à-dire que ses victimes sont appréhendées, elles sont couchées sur une sorte de table de morgue qui est transformée un peu en hôtel pour dire l'office. Et là, il leur explique pourquoi ils vont mourir. Il prélève un petit peu de sang, comme ça, qui restera un peu comme une hostie rouge dans une collection qu'il a. Et puis ensuite, il les tue d'un seul coup. Et après, il disperse le corps. Donc, il y a une dimension, je dirais presque une parodie. C'est une série qui a été très longue, 9 saisons, qui a quand même eu toute une dimension, je dirais, d'humour noir assez assumée. Et Dexter joue le comédien Michael C. Hall, absolument remarquable, puisqu'il incarne véritablement cette espèce de position, à la fois dans un drame personnel épouvantable, une dimension parodique d'humour noir très forte, et puis un peu une espèce de sentiment d'égarement. Donc voilà, les trois personnages sont des personnages qui ont l'intérêt d'avoir presque une dimension prophétique. Je veux dire par là, ce n'est pas au sens religieux, mais ce sont des gens qui sont violemment, d'une certaine façon, pris à partie par des forces qui les dépassent et à qui l'on confie la manifestation d'une force ou la révélation d'un message, exactement comme Saint Jean à Patmos, qui concerne toute la communauté. C'est-à-dire on est véritablement là dans une dimension mystique, une thérapeutique religieuse assez étonnante. Alors évidemment, ils ont face à eux d'autres personnages. Donc, je vous ai parlé déjà du prédicateur, le frère Justin Crowe, qui va devenir l'archange du mal dans Carnival, le carnaval de l'étrange. Le plus extraordinaire, c'est quand même dans Dexter. Là, je me suis concentré sur une seule saison, qui est la saison 6,
puisqu'elle est entièrement consacrée à l'Apocalypse et qu'elle met en scène un tandem assez curieux. Un professeur, un universitaire qui s'appelle le professeur Gellar, qui hériterait d'une sorte de vision de l'Apocalypse. À l'origine, il était professeur de faculté, mais il a été chassé de la faculté puisque visiblement son enseignement devenait de plus en plus délirant et hérétique, au sens où on sent qu'il s'incarne, il se veut beaucoup plus qu'un prophète, il se veut véritablement l'élu de Dieu, et c'est à lui non pas de témoigner de l'Apocalypse qui vient, comme le texte de Jean, mais de le provoquer. Et parce que le monde est un monde souillé, le monde est un monde dégénéré et décadent, et c'est lui qui, à la suite de toute une série d'opérations comme ça, quasi magiques, va hâter la survenue de la fin des temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous imaginez un peu cet univers qui est l'univers de Miami, qui est un univers quand même insouciant, ou on veut que ce soit insouciant, c'est l'Amérique des vacances, va révéler comme ça tout un tas de figures apocalyptiques. La première, on va voir apparaître un vendeur de fruits qu'on a éventré, dont le ventre sert de coffre pour toute une série de serpents. Mais le plus extraordinaire, il lâche dans la ville les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais sous une forme assez particulière. Chaque cavalier est un mélange entre des fragments de corps humain et des pièces de mannequins en bois qui sont montés sur des chevaux, arrimés sur les chevaux et lâchés dans la ville. Donc il y a brusquement au sein de cette ville américaine contemporaine le déferlement de ces 4 cavaliers qui tiennent à la fois de la poupée. On pense d'ailleurs à ceux de Murnau. Je pense qu'il y a dû y avoir une allusion chez le metteur en scène. Et donc on voit apparaître ces 4 cavaliers qui sont à la fois de gigantesques poupées articulées et en même temps des corps suppliciés. Alors ça devient tout à fait extraordinaire. Et donc là c'est un peu la révélation, c'est la première étape justement de ces pratiques prophétiques. Ensuite on verra apparaître je veux dire, ce qu'il voulait faire apparaître, c'est-à-dire la bête, c'est le corps d'une femme qui est là lui aussi suspendu en l'air et articulé avec des ailes. Et ensuite, il y aura la prostituée, la grande prostituée de Babylone, qui sera la sœur de son ancienne aide-de-camp, si j'ose dire, qu'il installe à l'intérieur d'une espèce de petit cagibi avec un masque de bouc. Et il lui grave au couteau sur le front les paroles apocalyptiques. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a véritablement la vision de quelqu'un qui tente, je dirais, d'une part de s'arroger la puissance prophétique et en même temps de l'incarner dans une sorte je dirais, de grand guignol atroce, mais extrêmement puissant et évocateur. Donc ça c'est le personnage est très étonnant. Autre élément important, ce sont les textes qui sont cités. Parce qu'effectivement, le texte de l'Apocalypse se résume souvent à quelques figures essentielles, les 4 cavaliers, la grande prostituée, la bête, mais également à d'autres textes. Et là, c'est le cas. Par exemple, dans Millennium, vous avez des enfants qui sont enlevés, qui étaient dans un car scolaire. Le car scolaire disparaît, les enfants disparaissent, et ils sont séquestrés dans une sorte de cave, une sorte de fosse qui est creusée en plein champ, par là aussi quelqu'un qui se croit désigné, qui s'imagine, je veux dire, chargé d'une sorte de tâche apocalyptique, qui lui est influencé par l'épisode s'appelle Apocalypse 19-19. C'est-à-dire qu'on se tient, la phrase est la suivante: « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour combattre le cavalier et son armée. » Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a comme perspective de créer la grande conflagration, excusez-moi, entre justement les forces du bien et les forces du mal, et notamment en sacrifiant ses enfants. Alors ce qui est très étonnant, c'est que là aussi, le texte ne s'articule pas véritablement avec le personnage, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est confronté à brusquement une sorte d'ouragan et de trombe. Et on voit arriver une sorte de trombe énorme qui emporte véritablement le personnage qui disparaît. Donc là, la série joue à la fois sur une dimension, je dirais,
policière, mais en même temps fantastique, puisque le personnage se dissout dans l'air sous l'action de cette trombe. Dans le chapitre, dans la saison 6 de Dexter, l'autre élément important, c'est justement les quatre cavaliers. Ce qui est important là, c'est la manière dont, d'une certaine façon, le texte de l'Apocalypse, qui est un texte qui est beaucoup plus, comment dirais-je, qui est beaucoup plus ancré dans la mémoire anglo-saxonne et américaine qu'on ne le pense. La véritable, je dirais, la culture apocalyptique, elle n'est pas européenne, elle n'est pas, je dirais, ni française, ni italienne, ni espagnole, un peu allemande. Elle est essentiellement donc protestante et surtout anglo-saxonne, et essentiellement américaine. Je veux dire, les grands travaux, les grandes recherches qui ont été faites sur l'Apocalypse sont des travaux américains. Et on sent, en voyant toutes ces séries, à quel point il n'y a pas besoin d'expliquer de manière précise, attentive, au public américain des séries ce qu'est l'Apocalypse. On sent qu'il y a un rapport à la Bible qui est un rapport spontané, immédiat, et que quel que soit d'ailleurs, je dirais, la confession, l'église à laquelle appartiennent éventuellement le téléspectateur, on sent que l'Apocalypse est présent tout de suite. Et donc ça permet de jouer en permanence sur des citations, qui sont des citations dans des noms, des citations dans des thèmes qui apparaissent comme ça, que ce soit des figures religieuses, que ce soit une lune sanglante, que ce soit un nom de prophète dans une rue, que ce soit aussi un nom de prophète qu'on donne à un chien. Il y a toute une manière de disséminer les éléments bibliques à l'intérieur d'une série qui font qu'on a véritablement là une culture, et on voit bien que la culture évangélique, la culture biblique circule totalement dans les séries, dans les séries américaines. Voilà. C'est passionnant cette question de la référence plus américaine. Oui. Qu'européenne, et en particulier par rapport à la culture protestante, bien évidemment. Et c'est assez frappant parce que je me disais justement que dans les séries françaises, c'est pas quelque chose qu'on voit véritablement. Est-ce qu'en revanche, et tu es la bonne personne pour faire le lien, est-ce que dans la littérature européenne, la notion d'apocalypse, récemment, je veux dire, est présente ? Non, assez peu. L'Apocalypse a été commenté, discuté par des poètes. Enfin, je veux dire, Claudel, pour ne pas le citer, en a fait 2 énormes volumes. Il y a des traductions qui sont faites de l'Apocalypse. Il y a des allusions, des citations. Moi, je voyais par exemple dans Le Monde d'hier, qui est peut-être le dernier livre de Stefan Zweig, il dit que sa vie a été soumise aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, par exemple. Il y a des poèmes romantiques sur l'Apocalypse. Donc, je crois que d'une certaine façon, les artistes, les écrivains, les poètes ont puisé dans l'Apocalypse. Mais il n'y a pas d'apocalypse, il n'y a pas cette spontanéité, ce naturel et cette évidence qu'il y a chez les anglo-saxons. Même si certains, comme D.H. Lawrence, par exemple, ont critiqué la littérature apocalyptique. Mais les grands visionnaires apocalyptiques, comme William Blake, par exemple, sont tous anglo-saxons. Et ça, c'est parce que l'histoire anglaise, donc l'histoire américaine, participe de l'Apocalypse, c'est-à-dire la refondation d'un monde régénéré. On quitte l'Angleterre pour refonder un monde aux États-Unis. On est là en permanence à s'affronter aux figures du mal. Il n'y a qu'à lire Nathaniel Hawthorne. Et d'ailleurs, je regardais, là, c'est très intéressant, la Servante écarlate, qui est un peu un mixte entre Métropolis et la Lettre écarlate ou les sorcières de Salem. C'est un petit peu ça, puisque le costume de la Servante écarlate, qui n'a... D'ailleurs, la Servante écarlate, je tiens à rappeler que l'écarlate, c'est la couleur apocalyptique. La prostituée de Babylone est en robe rouge écarlate. Et donc, c'est intéressant de voir que là, c'est les femmes coupables et les pécheresses qui portent l'écarlate. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est genre typiquement anglo-saxon. Oui, ou bien dire que l'écarlate les désigne comme pécheresses là où elles ne le sont pas dans la Servante écarlate. Mais là, oui. Mais là je non, mais je parle du regard, oui, du regard dictatorial et de ceux qui ont créé cette hiérarchie, bien sûr. Qui les désigne comme tels. Avez-vous des réactions là-dessus, des questions ? Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'ai été passionné par ces séries dont vous avez parlé, donc Millennium, Carnival et Dexter. Et j'ai toujours gardé en tête la fin de la 2e saison de Millennium, qui organise en quelque sorte sa propre apocalypse. Donc on a tout ce passage où l'on voit
des événements de crise naturelle, des éruptions volcaniques, des tornades, des ouragans, qui sont entremêlés à des images justement de chevaux, et puis donc c'est la musique et le Horses de Patti Smith, donc il évoque vraiment cela. Et donc ma question par rapport à cela, c'était justement, est-ce que la série donne l'impression d'entremêler cette imagerie apocalyptique dont vous avez parlé à des phénomènes naturels, et donc comment on relie ces deux imageries en fait, l'une vous avez dit peut-être mythique et une autre réaliste qui C'est-à-dire que le texte apocalyptique, dans ses 22 chapitres, mentionne énormément de phénomènes naturels. C'est-à-dire que la lune devient noire, la mer se teinte de sang, les tempêtes, les étoiles tombent sur Terre. Donc il y a déjà, je dirais, dans le texte apocalyptique, la présence de catastrophes naturelles. Puisqu'on est quand même sur Terre, ce qui est évoqué, c'est quand même le jugement de l'homme sur la Terre. Et donc là, il s'agit de faire payer la Terre. Je veux dire, la Terre est jugée comme... Donc c'est spontanément qu'on arrive à mêler à la fois une éruption volcanique, la lave, le tournoiement des trombes et des ouragans, les raz-de-marée avec l'apocalypse. C'est pas du tout contradictoire. C'est pas du tout une sorte de phénomènes séparés. Il y a une porosité complète et le texte de l'Apocalypse fait une très grande part à ce genre de phénomène. Oui, donc effectivement, c'est quelque chose qui vient immédiatement. Et d'ailleurs, la manifestation, je dirais, au moment où la crise atteint son maximum, il y a forcément la mobilisation d'un phénomène naturel. Ça, c'est traditionnel dans le fantastique. L'éclair, le vent, je veux dire, on fait même donner du vent quand il y a pas de... Bon, il n'y en a pas besoin. Ça devient un signe, il y a une espèce de signe que là, quelque chose est en train de se dire au sein de l'histoire d'un dénouement ou d'une catastrophe finale. Et là c'est absolument pareil. Oui, tout à fait. Donc, c'est des choses qui se font naturellement. Il n'y a pas de différence entre, je dirais, des éléments géographiques, météorologiques et une mythologie religieuse. Tout ça participe l'un avec l'autre. Et juste pour compléter, est-ce qu'une série, à votre avis, peut organiser sa propre apocalypse? Moi, c'est vraiment l'impression que m'avait donné cette série Millennium, parce que narrativement, elle s'achevait à ce moment-là, et pourtant, il y aura une 3e saison. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que cette apocalypse dépasse quelque part ou contamine la production de la série et vise à sa propre extinction? Oui, tout à fait. Il peut y avoir une sorte d'apocalypse narratif où la série est littéralement se dévore elle-même. Et c'était un peu le cas dans Millennium. Moi, je crois que la 3e saison est plus faible parce qu'elle évolue vers... Enfin, je ne veux pas accuser, c'est Megan Gallagher, mais je crois que le personnage de Lance Henriksen, donc de Frank Black, était en permanence sur la chaise électrique. C'est-à-dire qu'il subit des espèces de spasmes et de décharges comme ça. Et donc, à la fin, le personnage s'usait un peu. Et donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu rendu plus présent le personnage de sa femme, qui apporte une douceur, une dimension humaine beaucoup plus forte. Parce que lui est en permanence, en plus de ça, je disais, il a un peu cette tête à la Max von Sydow, donc il est dans l'effarement permanent, ce qui fait que, bon, sur 2 saisons, ça va, mais après, il faut arriver à autre chose. Ce qui est la différence de Dexter. Dexter, il a un visage poupin, il a un côté toujours faussement innocent, il y a un climat d'humour noir, de comédie macabre pleinement assumé et très brillamment réalisé. Dexter, ça pose aucun problème. On peut faire du Dexter jusqu'à la fin des temps. Évidemment, il y a ce qu'il appelle sa noirceur, puisqu'il a une enfance absolument effroyable, et donc la noirceur qu'il a en lui, il tente de la combattre. Là aussi, on est plus dans une perspective, je dirais, manichéenne et gnostique qu'une perspective purement chrétienne. Même s'il rencontre des personnages comme le fameux Brother Sam, l'ancien dealer devenu prédicateur évangélique, qui a un garage qui s'appelle Le Bon Berger, par exemple, par hasard, où il justement essaie de régénérer tout un tas de dealers, de narcos sud-américains. Voilà, ça c'est. Mais le personnage de Dexter a une stabilité malgré sa folie, une stabilité dans sa folie qui fait qu'on a pu faire 9 saisons. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire 9 saisons de Millennium. Quant au Carnaval de l'étrange, on allait vers l'Armageddon. C'est-à-dire, le problème, il est là. C'est qu'il y a 2 manières de concevoir le temps. Je veux dire, soit vous avez le temps biblique de l'alpha à l'oméga,
c'est-à-dire vous partez des origines, de la Genèse pour aller jusqu'à l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est pas uniquement, je dirais, une espèce de grande catastrophe qui neutralise et qui... Bon, on sort de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'après l'Apocalypse, il n'y a plus d'histoire. On est dans le monde, après le jugement de Dieu, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Alors que tous les personnages dont je parle là ont cette idée d'une vision cyclique de l'histoire. C'est-à-dire que quand les dieux, ça c'est présent depuis même les origines, quand les dieux en ont marre, ils considèrent que l'homme se conduit mal, c'est l'éponge magique, on efface tout et on recommence. Et on recrée une histoire, le cycle s'est accompli, d'ailleurs il est nécessaire tous les X milliers d'années ou millions d'années d'accomplir le cycle, et après on recommence, on régénère tout, et ça, on réinitialise et ça repart. La vision, je dirais, chrétienne et orientée, qui est une vision linéaire, une fois c'est fini, c'est fini. Et donc on se rend compte qu'on utilise l'Apocalypse, qui est quand même la fin des fins, comme justement une espèce de point zéro par lequel on peut redémarrer, alors que normalement on ne peut pas redémarrer, puisque c'est terminé. Mais c'est vrai que les séries peuvent aboutir à leur propre apocalypse. Ce serait même, d'ailleurs, c'est une nécessité pour elle, si elle veut véritablement finir, de s'auto-dévorer. Il y a une question, oui, pardon. Oui, mais quid des séries qu'on appelle post-apocalyptiques? Alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, je recommande le livre de Annelise Melchion, je l'ai amené avec moi puisque je viens de le finir, qui s'appelle Apocalypse chaud quand l'Amérique s'effondre. C'est une étude assez pointue de toutes les séries post-apocalyptiques créées à partir du 11 septembre. Livre précieux, il y a notamment une liste assez exhaustive des séries. Mais les post-apocalyptiques, c'est tout à fait différent. Puisque ce dont j'ai parlé là, d'abord, ce ne sont pas des séries de science-fiction au sens où on les a évoquées précédemment. Ce sont des thrillers ou des séries fantastiques policières. C'est un peu le détective de l'impossible. Millennium, c'est un peu le détective de l'impossible. Les autres sont des séries policières. Et ces séries-là sont forcément en avant. Et elles mettent en scène, je dirais, une espèce de dévoiement du discours et du texte religieux par des psychopathes. Donc on n'est pas du tout dans le post-apo. Le post-apo, il y a eu l'effondrement, il y a eu l'espèce de grande catastrophe, et à partir de là, on est totalement hagard et hébété, et on erre parmi les ruines, on essaie de bricoler quelque chose, de survivre. On est dans une logique de la survivance, alors que dans les séries pré-apocalyptiques dont je vous ai parlé, on est dans une logique de l'imminence. On sait que ça va arriver, on ne sait pas quand. C'est ça également la grande chose. On ne sait ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas, la véritable donnée apocalyptique, on ne sait absolument pas. Donc, ça dément tout ce qui est compte à rebours. Par exemple, l'Apocalypse n'est pas un compte à rebours. Je veux dire, Dieu ou son ange ne vient pas vous dire, vous avez encore pour 15 jours, et puis après, on ramassera les seaux et les pelles, et ce sera fini. Non, là, c'est pas du tout. On ne sait absolument pas quand les choses se passent. Et donc, il y a une espèce de surgissement. C'est un peu, d'ailleurs, le surgissement des chevaux dans les rues de Miami. Je veux dire, c'est un peu ça. Une espèce de surgissement soudain d'une donnée catastrophique, énorme et cosmique, face à laquelle on ne peut rien et qu'on n'avait pas prévu. C'est tout à fait différent. Et ça nous ramène à une autre figure, alors très mystérieuse, qu'on a tenté d'utiliser, enfin, des juristes, des philosophes, ont tenté de l'utiliser, c'est ce qu'on appelle le katékon. Alors, le katékon, c'est un mot grec qui signifie celui qui retient et qui est cité par saint Paul dans le 2e épître aux Thessaloniciens. Oui, on va essayer d'être précis. Et c'est donc celui qui est la force. Alors, soit c'est une force, soit c'est une figure qui retient l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui empêche le déchaînement de l'antéchrist avant l'heure prescrite. Alors justement, là, le livre dont je parlais, la personne dit Jack Bauer, en 24 heures, c'est le katékon, puisqu'il empêche Mais je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux, parce qu'il ne s'agit pas de neutraliser la force de l'antéchrist ou les forces du mal, il s'agit de la retenir, ce qui est tout à fait différent. Donc là, on est dans une espèce d'hésitation. Enfin bon, le but des producteurs de séries, ce n'est pas d'être fidèles théologiquement au texte biblique. Je voulais rebondir sur ce que vous parliez du cycle des séries qui se détruisent elles-mêmes.
Et vous m'avez donné envie de continuer au-delà de la saison 4 de Dexter. Parce que 6. Ben oui, Il y en mais a- moi il y en a je me suis arrêtée à la saison 4. Il faut aller à la 6, là. Mais voilà, parce que dans la saison 4, le Némésis s'appelle Trinity. Oui, absolument. Et en fait, Voilà, je voulais avoir votre analyse en fait sur cette fin de saison 4 qui était en fait la fin. Honnêtement, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je savais, c'est le serial killer qui tue sa femme et son enfant. Oui, absolument. Et dans laquelle en fait on retrouve quasiment la première scène de Dexter, Voilà. en fait le choc initial. Et vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait une espèce d'infini en fait dans l'Apocalypse, c'est ça? Ben, je dis que l'Apocalypse, c'est un point terminé, c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'oméga, c'est le moment passé lequel il n'y a plus rien, il n'y a plus d'histoire possible puisqu'on est sorti du temps et de l'espace. Alors que Dexter, lui, va vers l'abolition de sa noirceur. Donc éventuellement pour lui, il peut y avoir un redémarrage. C'est tout à fait autre chose. Mais la plupart du temps, les personnages voilà, c'est un peu comme l'exorciste. L'exorciste, à la fin, l'enfant, elle est guérie. Elle a été libérée, apparemment. Toute la question, elle est là. Est-ce qu'on peut libérer un héros de sa noirceur sans l'abolir, sans anéantir le personnage? Bonsoir. Justement, vous parlez de Dexter et de la boucle. Là, il y a une nouvelle saison qui va sortir. Est-ce que vous Je ne suis pas au courant, justement. Très bonne nouvelle. Ah, mais je voulais justement avoir votre avis là-dessus. Non, mais là, je vous dis, là, moi, je me suis pas tenu au courant. Est-ce qu'on sait certaines choses sur justement, voilà. Pas grand-chose, mais elle est faite. Apparemment, elle est faite et elle devrait sortir l'année avec prochaine. le même acteur? Oui. Ah ben, nous verrons avec intérêt. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Non. Non. Il faut dire que c'est impressionnant, cette intensité d'information. Oui, si, il y a quand même Benjamin qui... Merci. Non, juste sur Carnival, sur peut-être parler de ce générique, les cartes de tarot. Oui, comment vous l'analysez? C'est quand même un générique mémorable, comme celui de Millennium. Oui, qui a eu un award, je ne sais plus lequel, mais il a eu un grand prix. C'est un générique qui donne bien les termes qui pose bien les termes du débat et qui donne bien les moyens qu'on va utiliser pour poser le problème. C'est un mélange entre les lames du tarot, donc tous les symboles du tarot, qui sont mêlés à des archives historiques américaines, et non seulement américaines, mais internationales. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Daniel Knopf, le producteur de Carnival, était, les lecteurs de Pacum Thielman comprendront, on va l'entendre demain, tourné vers une sorte d'analyse ésotérique de l'histoire, l'idée d'une sorte d'histoire secrète qui voudrait que, les mécanismes historiques, les fils des marionnettes ne sont pas tenus par des forces terrestres, mais par des forces spirituelles. Et il y a un très très beau mélange qui est fait entre des figures de tarot traditionnelles qui sont parfois du Michel-Ange ou des toiles de la Renaissance, et donc des montages d'archives. On peut voir, c'est en 1929, donc au moment de la grande crise américaine et du New Deal de Roosevelt. Donc on voit Roosevelt, on voit les cohortes de chômeurs qui s'alignent le long des murs qui vont à la soupe. On voit en même temps, alors là c'est très très bien, une sorte le grand dragon, là, le grand dragon, c'est-à-dire le chef du Ku Klux Klan qui tient un enfant dans ses bras, un enfant habillé avec le bonnet pointu et donc la tenue du clan. On voit Hitler, enfin on voit pas Hitler, on voit Mussolini qui fait le malin, on voit Staline avec sa bonhomie inquiétante, et on voit le Hindenburg, c'est-à-dire, c'est intéressant aussi, ça, c'est l'énorme zeppelin que les Allemands avaient envoyé aux États-Unis et qui va être l'objet d'une catastrophe mémorable, c'est-à-dire qui va exploser et il y a une sorte gigantesque boule de feu qui va s'effondrer sur les. Je crois donc que c'est les dernières heures, puisque c'est quand on le voit passer au-dessus de New York, c'est les dernières heures du zeppelin. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des gens qui, oui c'est ça, je pense que des ouvriers qui travaillent, qui visiblement bénéficient des premières mesures économiques de
de Roosevelt. Donc le générique de Carnival mélange formidablement bien, je dirais, des données historiques et des vérités ésotériques, enfin des symboles ésotériques, de manière à susciter l'idée comme quoi la clé de tout cela, eh bien, n'est pas une clé, je dirais, économico-historique, c'est une clé spirituelle. Et toute l'histoire de la série, les 2 saisons, vont s'appliquer, parce qu'en plus, c'est très incarné, c'est un petit cirque de, comment dirais-je, très fauché, avec des phénomènes. Il y a notamment le chef, l'espèce d'intendant général qui a une jambe qui a été totalement matraquée, qui s'est fait matraquer à coups de batte de baseball, donc il y a une jambe mutilée. Le chef c'est un nain, c'est le nain de Twin Peaks d'ailleurs, qu'on voit, Michael J. Anderson. On voit Adrienne Barbeau, qui était la femme et l'actrice principale de Carpenter, qui joue la femme serpent, enfin celle qui arrive à dompter le serpent. Il y a tout un tas de personnages qui sont très, très violemment incarnés, c'est presque naturaliste à certains moments. Et en même temps, ça porte je dirais, toute une histoire fantastique, ésotérique, très naturellement. Je trouve que ça c'est quand même et ça, on voit ça dans ce qu'on appelle le Southern Gothic, c'est-à-dire la manière qu'ont les Américains, que ce soit les cinéastes, les auteurs de séries ou les romanciers, à créer cette espèce de sacré populaire. La manière qu'ont justement les milieux les plus populaires, les moins vraiment campagnards, à générer un sacré qui leur est propre et qui pousse justement jusqu'à l'apocalypse. Il y a une espèce de violence extrêmement forte. Et dans Carnival, c'est très très évident. Bien. Une dernière question. Est-ce que les films apocalyptiques fonctionnent sur une fermeture du temps? C'est-à-dire, si on aboutit à l'apocalypse, on ferme le temps. On sort du temps. On sort du temps. Mais ça, c'est une interprétation religieuse. Disons que le récit apocalyptique s'achève sur l'avènement de la Jérusalem céleste et du jugement divin. Donc, grosso modo, il n'y a plus de film possible, il n'y a plus d'histoire, il y a plus de. On sort du. Mais par ailleurs, c'est visible notamment pour les oiseaux. Les oiseaux, ça se termine, la voiture s'en va. Hitchcock, la voiture s'en va dans le lointain. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et c'est d'une certaine façon, les personnages ne sortent pas du temps, mais ils s'évanouissent dans la question. Je veux dire, on reste dans la question. Il y a le soleil au bout, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et je crois que le film apocalyptique est un petit peu tenu à ça. C'est-à-dire à se terminer non pas sur la grande réponse, mais sur une question. Hitchcock, grand cinéaste catholique s'il en est. Bien évidemment. Et ce matin, il a été question du fait que les séries posaient la question de la fin. Y avait-il des fins dans les séries? Est-ce que oui ou non c'est nécessaire? Ça n'est pas évident. Merci. Oui, tu voulais rajouter? Non, mais effectivement, la fin des séries... je pensais à l'essai de Peter Zendy, qui a publié un essai sur Apocalypse et cinéma chez Capricci. Il disait que la fin des temps, c'est la fin du film. Enfin, quand tu fais un film apocalyptique, c'est la fin du monde, c'est la fin du film, et la fin du film, c'est aussi la fin du monde. Et là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que est-ce que la série peut finir? Et si elle finit, elle ne peut finir que de manière apocalyptique. Et c'est pour ça que demain, on parlera aussi de séries qui fonctionnent différemment, qui sont plus récentes que celles dont tu nous as parlé. Par exemple, de Leftovers, c'est-à-dire les séries qui commencent après l'apocalypse. Ça, c'est tout à fait une autre histoire.